Audio Jungle. 4 nouvelles nations accrochent le wagon de la qualification pour Qatar 2022. La France balaie le Kazakhstan, la Croatie dépasse la Russie, la Serbie renverse le Portugal, admis dans la liste des barragistes, et pendant ce temps, l'Espagne sera bien également au prochain mondial. L'Italie, l'Angleterre sont sur la liste d'attente. La Squadra Azzurra et les Three Lions offront ce lundi pour l'ultime journée. Le point des différentes poules dans la première partie, la deuxième fait place au débat. Une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est le projet qui tient à cœur à Gianni Infantino, défendu par Arsène Wenger. Pour ou contre, un mondial chaque 2 ans, pour quelle retombée? Les spécialistes donnent leur avis sur le sujet dans la tribune PFE, tout comme vous, chers auditeurs. Vos réactions sont attendues sur le même thème. Vous connaissez depuis un bon bout de temps les numéros de téléphone par cœur: 92 03 60 31, 97 24 26 26. Théo Ajavon et Eloma Dovon pour nous accompagner. Franck Munyama, il est déjà là. Bonjour Franck et bienvenue. Angelo, bonjour les auditeurs et les inconditionnels de cette émission. On démarre une nouvelle semaine. Oui, on rend grâce parce qu'on a la santé et c'est très bien, ça va comme ça. Ça va comme ça et beaucoup de courage à nous tous. Merci. On attend dans quelques instants Fifi Assogbavi, PFE 691. C'est l'heure où le foot européen prend le pouvoir. Sur Sport FM, agréable écoute à toutes et à tous. Bienvenue. Comment peut-on disputer un mondial sans le tenant du titre? Ce serait quand même une catastrophe mondiale, mais non. La France de Didier Deschamps, elle s'est bien qualifiée pour la prochaine compétition qui va se dérouler du côté du Qatar. Nous rappelons que la France était dans la poule D, engagée aux côtés de la Finlande, de l'Ukraine, de la Bosnie. Et finalement, ce sont les Bleus qui prennent naturellement, on pourra dire, le ticket de la qualif en éparpillant la dernière fois lors de la 9e et avant-dernière journée des éliminatoires de ce mondial. Kazakhstan, ça fait quand même sourire, mais c'est ça. 8-0 avec un quadruplé de Kylian Mbappé, un doublé de Karim Benzema et des buts signés Adrien Rabiot et Griezmann. Alors Franck, oui, on l'attendait certes, mais on ne savait pas à quel moment la qualification de la France sera actée. Depuis le tirage au sort de ces éliminatoires du Mondial Qatar 2022, on savait que la France devrait dominer, on va dire, ce groupe composé de l'Ukraine, du Kazakhstan, de la Bosnie et d'autres sélections qui n'ont aucun recul sur le continent européen ou bien sur le plan mondial. Donc, on savait que la France devait passer. Si ce n'était pas le cas, ce sera un tsunami. Donc oui, ça a traîné avec quelques résultats mitigés pour les tricolores, mais on savait que ça devrait arriver. Et voilà, donc la dernière fois, face à une sélection qui n'a rien à gagner, qui n'a rien à prouver, la France s'est amusée. 8-0 avec un quadruplé pour Kylian Mbappé, 2 buts pour Karim Benzema. Voilà. La France l'a fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une sélection française aussi offensive. Donc, félicitations aux tenants du titre. Nous prenons le temps de saluer Fifi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue également tous nos auditrices et auditeurs. Voilà, nous parlons tout à l'heure de la France et le match s'est déroulé dans un parc des Princes que vous connaissez très bien. Kylian Mbappé était dans son jardin. Oui, justement, il était dans son jardin. On en parlait un peu avant le match. Kylian Mbappé sera à la maison. Vous savez que les 2 dernières rencontres avec la France n'ont pas été ce que le joueur aurait attendu. Il y avait une blessure entre-temps. Oui. Et ensuite, il y avait eu un match où il n'était véritablement pas dans son match, et la dernière fois il était à la maison, il a déroulé, il a montré le chemin, 4 buts au cours d'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut le faire, et la France, je crois, avait besoin d'un nul pour se qualifier. Ils l'ont fait avec la manière, 8-0, et c'est énorme, c'est beaucoup, mais en face c'est face à une équipe, et voilà, il faut, Kazakhstan, c'était face à une équipe peut-être modeste, mais il fallait le faire.
Il fallait pour le le faire spectacle. pour le spectacle, Oui. pour la qualification et Justement, pour rassurer aussi un peu les supporters. Pourquoi pas. Et après l'Euro catastrophique, il fallait se qualifier avec la manière. Maintenant, le plus important, c'est de se préparer et pour aller, en tout cas, chercher encore peut-être ce titre-là. Parce qu'ils sont tenants du titre, vous le rappelez si bien. Ils sont tenants du titre. Et on va écouter justement l'un des grands acteurs de cette, on pourra dire, copie presque parfaite des Bleus face au Kazakhstan, celui qui a marqué le quadruplé. Le plus important, c'était vraiment la qualif. On voulait se donner cette chance de défendre notre titre. En plus, dans le groupe, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont pas joué la Coupe du Monde, donc c'est un rêve. Même ceux qui l'ont joué et qui l'ont gagné, ça reste un rêve inimaginable de jouer une Coupe du Monde pour son pays. Après, on a assuré le spectacle. Je pense que les gens ont pris du plaisir, on en a pris aussi. Et on a respecté le jeu et on a respecté l'adversaire aussi parce qu'on a voulu faire mal jusqu'à la fin. Et après, ça a donné ce score large pour nous. C'est un rêve, c'est un objectif, c'est tout. On va bien se préparer parce que voilà, c'est une chance unique d'avoir l'opportunité de jouer dans une équipe qui peut la gagner. Et il ne faut pas gâcher cette chance, il faut continuer à rêver. On veut aller là-bas pour gagner, bien sûr. Kylian qui dit, on a respecté le jeu, on a respecté l'adversaire. On respecte l'adversaire en lui passant 8 buts. Oui, mais dans un match. Oui, mais avant le match, Didier Deschamps était quand même, on va dire, j'allais dire prudent. Parce que dans un match de football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous êtes bien favori, mais le jour-là, si les joueurs ne se réveillent pas bien, si le système tactique n'est pas bien intégré, les joueurs ne se sont pas imprégnés de la vision du jeu de l'entraîneur, ça pourrait créer de la merde. Donc voilà, c'est une satisfaction de constater qu'aujourd'hui, c'était une équipe sans armes, une équipe qui n'avait pas les armes pour lutter contre le tenant du titre, contre la sélection française qui fait partie quand même des meilleures sélections du monde, qui vient de gagner la Ligue des Nations. Donc le Kazakhstan, c'est quand même un petit poussé. Et voilà, face à Kylian Mbappé, Karim Benzema, Rabiot, Théo Hernandez et tous les autres. Donc il n'y avait pas lieu, il n'y avait pas match. Donc les joueurs français ont bien répondu en passant 8-0. Oui, c'est un match de football. Oui, ils ont respecté l'adversaire. Ah bon? Arrêter de jouer, c'est ne pas respecter l'adversaire. Donc ils ont joué jusqu'au bout. C'est vrai. En se disant, on ne sait jamais si nous attendons de jouer, cette équipe peut revenir au score. Pourquoi C'est respecter revenir au score. C'est respecter l'adversaire. En tout cas, la France qui s'est bien baladée face au Kazakhstan et au bout, c'est la qualification justement pour cette équipe de France, amenée également, on pourra dire cette année 2021, par un certain KB Nueve, le Karim Benzema notamment. On pourra dire la star du Real Madrid également, qui s'est offert un doublé dans cette partie. Il est tout heureux de disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. On a tenté, comme je le disais des matchs auparavant, il y a un moment ou un autre où ça va rentrer. Et ce soir, je pense qu'on a montré qu'on était compatibles et qu'on pouvait jouer à deux tout en étant collectif et décisif. Après, pour moi, c'est spécial d'être qualifié pour une deuxième Coupe du Monde. Donc ça me fait énormément de plaisir de jouer comme je l'ai fait, surtout de gagner et à la qualification au bout. Karim Benzema, oui, il n'a pas été du Mondial 2018. Ça peut être une déception pour lui dans le coin de la tête. Mais là, rebelote 2022, il peut, pourquoi pas, saisir encore l'occasion d'aller, pourquoi pas, accrocher, si c'est possible. Oui, avec l'envie d'aider son équipe à gagner la Coupe du Monde une deuxième fois d'affilée. Il est là et il a envie, on l'a vu à l'Euro, et il a porté cette attaque de la France en Coupe, en Ligue des Nations également. Oui. Il était présent dans pratiquement tous les matchs des Bleus maintenant. Il est là, quoi. Donc, je pense que c'est une envie, en tout cas, c'est de rattraper peut-être le passé, ou bien de rattraper tous ces matchs-là, tous ces matchs qu'il n'a pas pu jouer, et d'apporter à son équipe, c'est le plus important. C'est le joueur qui manquait à l'équipe de France, même si, bon, il y en a qui sont quand même aussi intéressants les uns que les autres. Ils sont tous bons. La preuve, sans Karim Benzema, la France a réussi à gagner la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on peut se passer de lui, mais c'est quelqu'un qui, depuis son arrivée, est en train d'apporter quelque chose à l'attaque. C'est vrai que ça fait très mal à Olivier Giroud, qui n'a pas été malheureusement tendre avec lui. Il a dit, il est venu désintégrer le système de jeu qu'on a mis en place depuis une dizaine d'années. Donc, c'est-à-dire qu'il n'apprécie pas du tout le retour de Karim Benzema, mais l'entraîneur a envie de voir un tel joueur aux côtés de Kylian Mbappé pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un bon duo, un duo intéressant. Oui, c'est un duo intéressant. Maintenant, Karim Benzema aurait souhaité
être là en 2014, Oui. en 2018, 18, j'allais oui. dire en Russie, parce que rien ne prouve que la France ira chercher La Coupe encore le trophée mondial. Donc voilà, mais quand même, ça va faire encore plaisir de voir Karim Benzema en Coupe du Monde avec la France. Il y était en 2014, si je me trompe. Oui, en ou 2014, oui. Ouais, il était en 2014. Il y Oui. était, Oui. justement, après Ouais. l'affaire de la sextape, C'est malheureusement, ça. qu'il a écarté justement de la sélection des Par Bleus. rapport Oui, à Giroud, Fifi, quelques secondes par Oui, rapport à moi, allez-y. je crois qu'il est un peu malhonnête, hein, parce que Giroud ou Ouais. Karim C'est un- Giroud. Giroud, Ah. C'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup. C'est de la Il n'a- frustration. Il n'est pas humble. C'est de la frustration, certes, mais vu son expérience. Fifi et qui tout- dit que Giroud n'est pas humble. Non, dans le passé, je pensais que c'était quelqu'un d'humble parce que je le voyais, son charisme et puis. Mais sur Fifi, ce. ici, c'est une question de place dans l'équipe de Oui, mais il n'a France. pas réagi comme ça. Hein. Ah bon? C'est le coach qui fait son équipe. Et puis Karim Benzema, aujourd'hui, par rapport à Giroud, je pense que tous les coachs choisiraient oui, Karim Karim Benzema. Lui-même, il doit le savoir. Il est sur la fin maintenant. Karim Benzema peut bien être là, lui aussi peut être là. Si on ne le prend pas, c'est pas parce que Karim est C'est là. pas la faute à Karim Ouais, Benzema, parce qu'on c'est voit le encore coach. d'autres attaquants qui sont là alors que Karim Benzema est là. Donc, Est-ce quelque part une forme de trahison? Parce qu'on sait très bien que Didier Deschamps a toujours fait confiance à Giroud. Et puis voilà, Karim qui pointe son bout du nez. Et puis non, voilà, moi, je ne Giroud sur le parlerai banc. pas de trahison. C'est vrai, on lui a toujours fait confiance. Mais vous savez, un coach a d'abord besoin d'avoir les meilleurs et d'avoir les résultats sur le terrain. Maintenant, il s'est enfermé en tout temps en écartant Karim Benzema. Maintenant que c'est le passé, que Karim est là, ben, il fait avec Karim. N'est-ce S'il pas? trouve que Karim est mieux, qu'il a besoin de lui, il appelle. S'il n'a pas besoin de Giroud, Voilà. il n'appelle pas. Donc, Giroud, à un moment donné, doit comprendre que l'équipe nationale aussi, ce n'est pas une chasse gardée où on doit forcément être là. Il faut qu'il accompagne ces jeunes frères. Moi, je pense que Franck. ce n'est pas bien du côté de Giroud. Mais il avait quand même le droit de s'exprimer. Oui, il a Franck le droit Mounyama. de s'exprimer, mais il pouvait être plus subtil, plus En diplomate rangeant son frein. dans ce qu'il a dit. Parce que à certains moments, il ne foutait rien, mais Didier Deschamps l'appelait toujours. Oui, absolument. Parce que sur un ballon, un demi-ballon, une Oui. demi-occasion, il peut marquer pour l'équipe de France et ça, c'est bien. Tout le monde disait que oui, Giroud, l'homme de la situation. Mais quand on voit un peu ses performances sur les derniers mois... Il était au banc à Chelsea, après il est allé au Milan AC. qui n'a plus beaucoup de compétition. Voilà, donc il doit D'accord. comprendre qu'aujourd'hui, il a fait son temps et que quelqu'un est là et Karim, depuis qu'il est là, il fait des performances. Absolument. Il conduit l'équipe de France à bon port. Donc, je crois qu'il doit être un compétiteur et savoir que l'équipe de France n'est pas taillée pour lui. Et qu'aujourd'hui, Didier Deschamps n'a plus envie de faire ce football béton. D'accord. Et rester derrière avec toutes ses qualités qu'il a, mais jouer sur un football béton. Il a envie de changer, de développer, d'ouvrir un peu son jeu. Voilà pourquoi d'ailleurs on ferme la porte à Giroud. Et Giroud qui fait les frais, en tout cas, de la présence de Karim Benzema. C'est toute somme logique dans cette même poule D. Pour faire le point, la Bosnie s'est inclinée 1-3 devant la Finlande. Au classement, naturellement, la France chip le ticket qualificatif pour le prochain mondial avec 15 points, 11 pour la Finlande, 9 pour l'Ukraine. Et mardi, la Bosnie joue contre l'Ukraine. Pourquoi pas aller chercher un ticket pour les barrages, et tout comme la Finlande qui va se produire face à la France. Les Bleus qui seront en déplacement du côté de Helsinki. Et nous poursuivons le point de faire justement le tour des groupes. Nous atterrissons dans la poule H de la Croatie. Voilà, la Croatie qui était finaliste du dernier mondial. La France est passée, pourquoi pas la Croatie. Et là, on parlait justement de cette finale-là entre Croates et Russes. Et à la fin, c'est le joueur russe Kudryavtsov qui marque contre son camp et qui permet à la Croatie de se qualifier. Ben, c'est cruel, hein? C'est cruel, ce sont des faits de jeu et ça arrive des fois. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Et quelqu'un vous dira, mais pourquoi c'est lui en ce moment? Parce que quand on voit l'action, le ballon vient pratiquement rebondir sur son tibia. Hein. Et ça trompe le gardien. Le gardien, maintenant, ils auraient peut-être pu eux aussi marquer dans le jeu depuis, oui, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi pas. Et ils ont commis une erreur et les erreurs font partie des fois des matchs de football. C'est vrai qu'on évite au maximum dans un match de football les erreurs, mais ça peut arriver, ça arrive des fois. On a vu, et la dernière fois même avec le Sénégal ici, c'est qu'à un moment donné, il y avait une pression sur cette équipe-là. C'est pourquoi on marque contre son camp. Maintenant, je crois que la Croatie est qualifiée. Oui, que avec 23 points et la Russie
devant la Russie. Va aller chercher sa place dans les barrages. Dans les barrages. En espérant, là aussi, c'est pas garanti. C'est pas garanti parce que quand on voit déjà les équipes qui s'annoncent dans les barrages, c'est que ce sera encore une autre compétition à ce niveau-là. Il faut se préparer pour sortir de ces barrages-là. Et voilà, et Franck Nouniaman parlait tout à l'heure de la Croatie de Luka Modric, avec un petit point qui passe devant la Russie. C'était jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour ces genres de qualifications, ces matchs décisifs laissent toujours des surprises. Oui. Quand on sait que depuis cette finale de Coupe du Monde perdue face à la France, les Croates n'ont pu montrer grand-chose. Oui. C'était des performances en dents de scie, ils n'étaient pas constants et voilà. On se demandait même s'ils allaient pouvoir aller défendre leur titre de vice-champion du monde. Exactement. Donc, sur ces genres de matchs, ils ont eu la chance. Malheureusement pour la Russie qui marque contre son camp, c'est difficile, mais c'est le football. Oui. Voilà, et il faut pouvoir aller chercher la qualification dans les barrages. Ce qui est bien, la Croatie sera toujours au prochain mondial, tout comme la France. Les deux étaient finalistes, comme le rappelait tout à l'heure Franck Nouniaman. On rappelle également que la Slovaquie s'est baladée devant Malte, 6-1, 2-1 en faveur de la Slovénie devant Chypre. Et comme on l'a dit, on va faire le récap. La Croatie file au Qatar avec 23 points, 22 pour la Russie, qualifiée pour les barrages, la Slovaquie 14, tout comme la Slovénie 14. Et dans la poule E, la Belgique, sans forcer, a pris le meilleur sur l'Estonie, 3-1, avec des réalisations signées Christian Benteke, Carrasco et puis Torgan Hazard. L'Écosse qui se balade devant la Biélorussie, 5-1, et dans cette poule, avec 5 points d'avance à une journée de la fin. La Belgique est déjà qualifiée, les Diables Rouges. Et on enchaîne avec la poule A du Portugal, où c'était compliqué, même si, oui, le Portugal menait 1-0. À la fin, c'est la Serbie qui arrive à dépasser la nation au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Serbes ont joué sur le mental, sur leur force, sur leur qualité athlétique. Ils n'ont jamais démissionné dans ce match. Ils savent qu'un exploit les conduirait directement en Coupe du Monde au Qatar, parce que les barrages, ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir. Tout peut arriver. Donc, je pense qu'ils ont mis tout dans ce match. Et j'ai un peu vraiment le pincement pour cette équipe du Portugal qui regorge de tellement de joueurs de qualité, mais qui ne sait pas les exploiter au moment important, au moment décisif. Voilà, ça a joué un peu sur la facilité. Et lorsque Cristiano Ronaldo n'est pas en forme, ou bien n'a pas cette grinta qui lui permet toujours de faire la différence, tout le Portugal plonge. Donc voilà, la qualification, c'était sur la terre irlandaise. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, il y a eu beaucoup plus de pression devant leur public. Et voilà, la Serbie qui n'avait rien à perdre sur ce match, voilà, tout donné, et ils ont eu raison. Donc malheureusement pour le Portugal, voilà, le barrage est là. Il faut pouvoir être prêt, et avec cet entraîneur Fernando Santos qui parfois dans ses choix, moi, ne me convainc pas. Donc quand même dirait que voilà, pour l'instant il n'arrive pas à emmener à bien cette équipe du Portugal. Et on rappelle que la Serbie a pris 4 points en 2 matchs face au Portugal. La Serbie s'est bien préparée. Et puis sur ces genres de matchs, vous devez vous qualifier devant votre public. Ce n'est pas en Afrique où c'est garanti. On a l'impression que c'est garanti d'avance. Et si vous devez vous qualifier devant votre public, et surtout vous menez 1-0, je me demande dans la tête... Ils ont même marqué à la 3e ou 4e voilà, minute de jeu. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes? On se dit, on essaie de garder cet avantage. Est-ce qu'on doit encore aller de l'avant pour aller chercher à marquer davantage? Et ce n'est pas évident. C'est au mental, quoi. Et la Serbie, les Serbes, on les connaît. Ce sont des gens durs dans la teigneux, durs même dans la tête. Vous voyez des joueurs serbes, c'est comme ça. Donc ils ont cru, parce que ils savaient d'avance en arrivant que s'ils ne gagnent pas, ils n'avaient que l'option de gagner. S'ils ne gagnent pas, ils ne se qualifient pas. Et alors que le Portugal pouvait encore espérer avec peut-être un match nul pour se qualifier. C'est là que c'est compliqué. Mais beaucoup de courage au Portugal, qui va rejoindre également les barrages. Comme on le disait tout à l'heure, pour la Russie, ce n'est pas gagné d'avance. Ce sera... Et puis des matchs à élimination directe, c'est toujours très compliqué. Et au finish, voilà, la Serbie qui finit avec 20 points, 17 pour le Portugal. Et donc, on aurait même pensé que ça devrait être facile pour la troupe à Cristiano Ronaldo, mais ce n'est pas le cas. Il faut patienter pour voir si le Portugal va se qualifier pour le prochain mondial ou pas. Mais en tout cas, c'est une sélection qui a beaucoup de bons joueurs. Très, très bons joueurs. Et quel que soit l'adversaire, ça devrait passer. Ça devrait passer face à la Serbie.
lorsqu'on considère tous les joueurs portugais, les Fernando, Oui. les Bernardo Silva, Bernardo Silva, les Renato Bruno Fernandes, Sanchez. tout ce qu'il y a comme joueurs, ils ont des joueurs dans les grands championnats Exactement. européens et tout le monde se disait que ça pouvait passer. Mais l'entraîneur Santos, pour moi, il a un peu perdu la main. N'est-ce pas? Depuis qu'il a gagné l'Euro avec Oui. le Portugal, bon, il y a cette magie qui s'est entourée de lui. Des années de trop. Les dirigeants lui font toujours confiance au-delà de tout ce qui arrive. Mais à un moment donné, il faut savoir que parfois, Oui. les entraîneurs aussi se retrouvent avec des logiciels plantés. Exactement. Et qu'il faut peut-être, Voilà. j'allais dire, Faire la mise à jour. la mise à jour. Voilà, donc je pense que c'est lui maintenant le problème quand il fait encore confiance Oui. à Pépé, 39 ans, qui n'a plus forcément rien à donner. Donc voilà, la situation est là, il faut en tirer les leçons. Et parfois aussi, quand on n'a pas un gardien verni, bien réveillé, Ouais. parce que Rui Patricio se trouve sur le premier but, le premier ballon serbe, et ça permet justement à cette sélection de revenir au score et de continuer justement à y croire jusqu'au bout. Et la Serbie qui passe devant le Portugal. Et l'on atterrit dans le groupe G. Il y avait également une sélection là-bas qui continue à faire du yo-yo avec les sentiments des supporters sur les Pays-Bas. Eux aussi menaient 2-0 après pratiquement 55 minutes avec un doublé de Memphis Depay. Et derrière, c'est le Monténégro qui revient et qui arrache les deux buts partout. Là aussi, on se pose des questions. Oui, on se pose des questions et c'est inadmissible. C'est un peu comme le Portugal, même si je ne dirais pas que c'est la faute à l'entraîneur. C'est une équipe aujourd'hui qui regorge beaucoup de talent. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. qui a beaucoup de joueurs et jouer face à Monténégro et mener à 2-0 jusqu'à la 55e Oui. minute et se faire attraper. Exactement. Et ce n'est pas professionnel pour ces joueurs. Les Monténégrins marquent à la 82e et 86e Ce n'est minute. pas normal. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas normal pour une équipe comme les Pays-Bas Pays-Bas, face ouais. à Monténégro. Ce n'est quand même pas la France. Pour vous, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle et là, c'est compliqué pour cette oui. équipe de Ah oui. Pays-Bas qui qui reste quand même à la première place de ce groupe-là. de ce groupe. Franck, votre commentaire là-dessus? Ouais, je pense que parfois les joueurs perdent un peu leur concentration parce qu'on mène 2-0, il reste moins de 10 minutes. On se dit oui, tout est fait et que oui. C'est là le danger. C'est là justement le danger. C'est là la faute professionnelle. Voilà, face à des équipes qui n'ont rien à perdre, qui n'ont aucune référence sur l'échiquier mondial. Ouais. Monténégro, Bon. qu'est-ce que cette équipe a Ouais, pu... Voilà, donc rien du tout. ils y ont cru, ils ont joué leur football au moment où les Pays-Bas se disaient oui dans la tête, on l'a déjà fait. Donc voilà, il faut jamais laisser les brèches. Quand on joue face à ces équipes supposées faibles, ils sont là ou bien elles sont là pour faire mal parfois quand on ne s'y attend pas. Et la réalité aujourd'hui, c'est dans tous les pays du monde, on travaille. Le football, Ouais. voilà, on travaille, on veut avoir des résultats, même si c'est vrai, on n'atterrit pas au mondial ou à l'euro, mais de toutes les façons, il y a des progressions évidentes qui se font voir. Et dans cette même poule-là, la Turquie s'est tout simplement promenée devant Gibraltar, 6-0, 0-0 entre la Norvège et la Lettonie. Les Pays-Bas, pour l'instant, ont 20 points, 18 pour et la Turquie et la Norvège. Monténégro est 4e avec 12 points, messieurs et dames. Regardez, le mardi, les Pays-Bas jouent la Norvège. 2 points seulement séparent les deux sélections. Ça va Et le être un match Monténégro intéressant. accueille la Turquie. Ça va être vraiment Attention. décisif. Alors que Attention. la Turquie aussi peut passer. Hein. Oui. Ouais, tout le monde. La Turquie La a 18 Norvège, points seulement de moins que les Et, Pays-Bas. et c'est même la face à- Norvège. Tout comme la Norvège, merci. c'est face à Monténégro. Et aïe, je n'aimerais pas être à la attention. place du sélectionneur batave, en tout cas, par rapport à cette dernière journée qui se joue mardi du côté de l'Europe. La poule J, oui, là, déjà, tout était fait depuis la 8e journée, on pourra dire. L'Allemagne qui boucle justement cette campagne avec, un autre score éclatant, 4-1 sur la terre de l'Arménie. Bon, Hansi Flick, Ouais. pour l'instant, 6 sur 6. à un groupe qui lui permettra peut-être d'atterrir au Qatar avec une réelle certitude. Voilà. Ouais, l'Allemagne ne veut plus connaître le séisme qui s'est abattu sur elle lors du mondial russe où, en tant que tenante du titre, elle a été éliminée au premier tour Voilà. contre toute attente. Donc,
On peut dire depuis, c'est une équipe qui a perdu un peu les cadres, qui avait gagné la Coupe du Monde en 2014 au niveau du Brésil, c'est ça, Oui, non? exactement, Donc, face à voilà. l'Argentine. Voilà, la reconstruction est entrée en ligne, il y a de nouveaux qui arrivent. Cette équipe, quoi qu'on dise, elle est encore jeune, elle cherche à se parfaire, elle cherche à redevenir compétitive et à prendre la place qui est la sienne sur l'échiquier européen et sur l'échiquier européen et mondial. Donc, on peut s'attendre à voir une équipe flamboyante de l'Allemagne. Maintenant, la question, est-ce qu'elle a les armes pour aller chercher le titre ? Pour moi, je ne pense pas. Elle a besoin encore de grandir, de prendre confiance, de gagner de points, de grandir en expérience. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire. Sinon, le travail qu'accomplit Hansi Flick est quand même acceptable et il est sur le bon chemin. Des résultats, en tout cas, à mettre à l'actif de Hansi Flick intéressants. On marque beaucoup de buts, on en prend très peu, si ce n'est un durant la campagne justement de ces qualifications. Des résultats encourageants pour revoir une autre Allemagne. Et bien sûr, à mettre à l'actif de Flick, mais il ne faut pas oublier le travail fait par, quoi qu'on dise, en partant, il avait quand même une belle génération de jeunes qui arrivaient, qui partaient. Et voilà. Donc, il a hérité d'un bon groupe de jeunes, mais il fait également son travail, Flick, et on est en train de voir les résultats sur le terrain. Le travail, ça paie toujours. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est prête pour aller gagner la Coupe du Monde? On mettrait quand même un bémol, c'est quand même la Coupe du Monde et il faut encore beaucoup de travail, beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience à cette équipe-là pour arriver à maturité. Mais ce que cette équipe est en train de faire maintenant, c'est sur la bonne voie quand même. En tout cas, Hansi Flick, lui, il est assez, on pourra dire, focus sur le travail, surtout les résultats à l'arrivée. Aujourd'hui, il fait confiance à des joueurs comme Goretzka, comme Leroy Sané, comme Gnabry, sans oublier les cadors Thomas Müller, Manuel Neuer et que sais-je encore. En tout cas, l'Allemagne est bien qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Dans cette même poule, on retrouve également la Macédoine du Nord qui n'a pas dit son dernier mot, qui va accrocher sûrement les barrages avec 18 points derrière l'Allemagne qui en compte 27 et la Roumanie, 17 points. Ça peut se jouer entre la Roumanie et la Macédoine du Nord, mais on pourra dire que la Macédoine du Nord est bien, en tout cas bien placée pour aller chercher, pourquoi pas, une première place, une place au niveau historique de cette prochaine Coupe du Monde. Et l'on termine avec la poule C, avec justement ce mano à mano qui continue. C'est du suspense entier entre l'Italie et la Suisse. La Squadra Azzurra qui n'a pas encore eu son ticket. La dernière fois, ils ont fait 1 but partout face à la Suisse. Et voilà, ce lundi, l'Italie qui descend encore dans l'arène. Attention, ils vont en Irlande du Nord pour aller jouer ce match capitalissime pour la qualification. Et la Suisse joue... La Suisse reçoit la Bulgarie. Parce qu'ils ont le même nombre de points et l'Italie qui n'a pas réussi à s'échapper, le champion d'Europe qui a monté de très belles choses au cours de l'Euro. Et là, le suspense est en entier et on ne sait pas... On ne sait pas, en tout cas moi, j'hésite entre l'Italie et puis la Suisse qui reçoit à domicile, qui reçoit à la maison, et puis l'Italie je crois qu'il va se déplacer. Oui, en Irlande du Nord. Ce sera compliqué pour l'Italie, mais attendons de voir jusqu'à la fin de ces deux matchs-là. Franck Lugnama, on rappelle que l'Italie n'était pas au dernier mondial, la Suisse y était jusqu'en 8e de finale. J'espère qu'ils ne vont pas se faire rattraper par cette catastrophe qui s'est abattue sur la nationale il y a 4 ou 5 ans. Donc, c'est des joueurs qui se rappellent d'une telle situation, de cette malheureuse situation, et qui trottent un peu dans leur tête. Je crois que sur ces deux matchs, la Nati, qui est impressionnante depuis quelques mois, me paraît à même d'avoir le ticket face à une équipe d'Italie qui n'a pas su gagner à domicile la dernière fois, un but partout contre la Nati. Cette équipe qui se déplace vers une équipe qui fait un football physique total, direct, j'ai comme l'impression que l'Italie va souffrir. Donc la Bulgarie qui n'a pas beaucoup de choses à revendre dans ses éliminatoires face à la Suisse, qui plus est à domicile.
la Nati a beaucoup plus d'avantages pour moi. Et peut-être pour l'Italie, voilà, les barrages, on ne dira jamais assez, serait bon à prendre, même si c'est compliqué d'aller disputer les barrages dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. En tout cas, pour l'instant, on rappelle. Imaginez les barrages avec le Portugal, par exemple, la Suède, attention. L'Italie, aïe. Parce que ceux qui vont au barrage, c'est quand même des sélections qui sont des sélections difficiles à manœuvrer. Vous tendez si bien la perche. On parlait de la Suède qui hier a eu du mal à battre l'Espagne 1-0, Alvaro Morata, qui permet à Luis Enrique et à toute son équipe d'être au prochain mondial. Oui, il y a un travail qui se fait également là-bas. On a vu cette équipe d'Espagne à l'Euro avec beaucoup de jeunes joueurs également. Il fait confiance beaucoup à la jeunesse. Et je crois que c'est dans la continuité de ce travail-là. Et je crois à l'Euro, ils étaient jusqu'en demi-finale. Ouais. Oui. Et ils ont disputé la finale avec la France en Ligue des Nations. En Ligue des Nations, justement. Voilà. Donc, c'est la continuité du travail qui se fait. Ils ont mérité tout simplement leur qualification. Ah oui, Luis Enrique est soulagé. Soulagé, franchement, parce qu'à un moment donné, c'était compliqué pour la Furia Roja. Exact. Ils avaient 2 matchs de plus que la Suède dans ces éliminatoires. À cause Suède, des matchs en Ligue des Nations. Voilà. Donc la Suède également qui n'a pas su profiter de cet avantage, on va dire, s'est affaiblie face à la Grèce et puis n'a pas su faire le travail. L'Espagne qui va gagner en terre grecque pour prendre de l'avance. Donc je crois que Luis Enrique aujourd'hui peut applaudir parce que sur le départ il a été critiqué. Mais c'est un entraîneur qui savait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut faire de cette équipe de jeunes, les Oyarzabal, les Pedri et tout ce qui les gaville. Donc aujourd'hui il a raison quand même, on lui donne toute la latitude de pouvoir continuer avec cette sélection qui sera au prochain mondial. Ah oui, l'Espagne y sera et on citera également d'autres sélections qualifiées pour l'instant comme l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique de Kevin De Bruyne, la Croatie de Luka Modric, la Serbie également sera de la partie, tout comme entre guillemets le pays hôte, le Qatar, oui. Et on rappelle que cette Coupe du Monde, elle sera exceptionnelle parce qu'elle va se disputer en novembre. C'est rare, c'est souvent compliqué en tout cas, mais on nous parle des stades climatisés. En novembre, je me demande parce qu'en novembre, souvent, les championnats sont encore en cours, on va les arrêter pour aller jouer la Coupe du Monde et revenir, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, on parle également de l'innovation, de la FIFA. Quand les intérêts nous tiennent. Voilà. Ça, la phrase, elle est lâchée. Ouais, vraiment. Et on rappelle que la date ou bien les tirages, pour le tirage au sort des barrages, notez cela dans votre agenda. Aujourd'hui, on est le 15, c'est dans exactement 11 jours, le 26. Et on saura exactement les affiches croustillantes que vont nous réserver justement ces matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est la nouvelle trouvaille de la FIFA dirigée par Gianni Infantino et ce projet-là défendu bec et ongle par Arsène Wenger, l'ancien coach d'Arsenal que l'on connaît très bien dans le giron du football européen et mondial. Alors Franck Ndouniama, je vous pose d'abord la question. C'est quoi encore une fois cette sortie de la FIFA en proposant, pour l'instant c'est à l'étape de projet, une Coupe du Monde au lieu de tous les 4 ans de la ramener à tous les 2 ans? On se demande, on se pose la question de savoir que veut l'instance suprême du football mondial en pensant désormais que tous les 2 ans, on pouvait organiser une Coupe du Monde de football après avoir décidé que dès l'édition 2026, le nombre, au lieu de 32, ira à 48. Donc, j'ai comme l'impression que on veut toujours avoir plus de moyens, j'allais dire plus de, je ne sais pas. Quand vous dites plus de moyens, plus d'argent. Plus d'argent. D'accord. Plus d'argent. D'ailleurs, un entraîneur l'a souligné. Jürgen Klopp a dit que la vie des joueurs ne compte pas, c'est plutôt l'argent pour ces décideurs-là. Maintenant, cette décision ou bien cette proposition ne trouve pas l'assentiment de l'Europe. Parce que là, Alexander Seferin a dit ouvertement qu'il n'est pas d'accord avec une telle proposition. À ce niveau, la guerre continue entre les deux institutions. La guerre continue pour le moment parce que l'Europe a estimé qu'il perdrait près de 3 milliards d'euros si
la Coupe du Monde venait à être organisée tous les 2 ans, les droits télé, la billetterie et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, la FIFA a envie quand même de s'appuyer sur les petits pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, l'Afrique, l'Asie, puis l'Amérique centrale par exemple, qui se disent oui, nous également on peut avoir beaucoup de chance en participant à une Coupe du Monde. D'ailleurs, le nombre va être porté à 48. Donc, il y a une grande réunion qui va être organisée en décembre pour voir si on peut définitivement mettre ce projet dans les annales de la FIFA. Pour l'instant, ça bloque un tout petit peu, mais on verra ce que ça a donné. Fifi Assogbavi, que cherche vraiment Infantino, à part le fait de vouloir gagner beaucoup plus d'argent? Il semblerait qu'il veut réinstitutionnaliser la FIFA. Vous pensez que ce qu'il fait est normal? Moi, je pense probablement que ce sont les intérêts. Hein. Ce sont les intérêts avant tout. Et réorganiser ou quoi l'institution, moi, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, la vie des joueurs aussi compte énormément. Il faut voir ce côté-là. Des joueurs qui, surtout en Europe, qui jouent les championnats, déjà, c'est éprouvant. Des championnats qui vont jusqu'à 36 journées. Et puis après, il y a les coupes, il y a plusieurs coupes, il y a la Ligue des champions. Vous imaginez des clubs qui vont jusqu'en demi-finale ou en finale de la coupe de la Ligue des champions, qui doivent jouer et les week-ends et en semaine. Et voilà, maintenant, il y a également les éliminatoires de l'Euro, et la Ligue des Nations aujourd'hui, et puis des éliminatoires de la Coupe du Monde encore, pratiquement chaque année, parce que pour jouer dans 2 ans, il faut commencer tôt ces éliminatoires-là. Et moi, je crois que ce ne sont quand même pas des robots. Et s'il y a ces institutions, c'est parce qu'il y a aussi les clubs et qu'il y a des joueurs. Et avant de prendre ces décisions-là, il faut voir également de ce côté avant de prendre des décisions. Nous savons tous qu'au niveau de la CAF, on cherche d'abord les intérêts. De la FIFA. Je parle de la FIFA, on cherche d'abord les intérêts et ils ne sont guidés que par les intérêts. Moi, c'est ce que je vois premièrement. Et puis deuxièmement, oui, ça va dévaloriser un peu cette compétition. La Coupe du Monde, n'est-ce pas? Oui, cette compétition qui est devenue pratiquement mythique pour tout le monde. Oui. Ça se joue chaque 4 ans. L'attente est souvent grande. L'attente est grande, on l'attend impatiemment et puis ça arrive. Et puis on va commencer à jouer la Coupe du Monde tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et puis ça va devenir banal et moi, ça va perdre véritablement de sa substance. Oui. Quoi. Donc, il faut voir tout cela autour. Et aujourd'hui, il faut que les confédérations se lèvent vraiment. L'Europe peut tenir tête à la FIFA parce que l'Europe aussi a beaucoup d'argent. Mais absolument, vous voyez que dans tout ça, nos confédérations et nos petites nations se taisent, ne disent rien. Oui, notamment la CAF aurait, je le mets au conditionnel, aurait donné son accord pour une Coupe du Monde à chaque 2 ans. Ça ne tente personne, parce que est-ce que la CAF peut aller à l'encontre de la FIFA aujourd'hui? Je ne crois pas. Mais la CAF aussi a une compétition qui se joue tous les 2 ans. Même la FIFA aurait même proposé à un moment donné qu'on joue la CAN chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Et en même temps, la FIFA qui demande qu'on joue la Coupe du Monde. Pour vous ne comprenez pas. Restons sur l'aspect où les petits pays, comme le disait tout à l'heure Franck, risquent de fléchir les genoux face à la FIFA. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça donne confiance à Gianni Infantino de continuer son projet? Oui, moi je crois que c'est l'appui qu'il a aujourd'hui. Il compte plus, comme l'a dit Franck, il compte plus sur les petits pays. La CAF, ça fait 54 nations. 54 une de plus que l'Europe ou 2 de plus que l'Europe. Oui. Donc c'est quelque chose d'assez considérable. C'est quelque chose d'assez considérable. S'il arrive à avoir quelques nations aussi en Europe. En Amérique du Sud. Il peut avoir même en Europe quelques nations. Les petites nations de l'Europe, il peut les avoir également. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que en Europe, quand on prend par exemple l'Arménie, le Kazakhstan. Voilà, ce sont. Voilà. Maintenant, ce sont des petits pays. Il va compter également sur les pays, l'Asie aussi. Oui. Oui. Et ça risque de passer si c'est... Aïe. Ça risque de passer. Et notamment en Europe, il y a par exemple les pays de l'Est, la Finlande, la Norvège, le Danemark qui disent niet, s'il s'agit d'une Coupe du Monde chaque 2 ans, nous ne serons pas d'accord. Oui, parce que beaucoup se disent ça va enlever le caractère mythique d'une telle organisation. Vous rejoignez Fifi, là. Bien sûr, une Coupe du Monde qui arrive tous les 4 ans, l'attente est vraiment spéciale, elle est grande, et Hugo Lloris qui dit que nous aimerons que cette compétition garde sa rareté.
parce qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va enlever ce caractère mythique à la compétition et puis c'est trop demandé au pays. C'est une décision qui a été proposée lors du 71e congrès. Et puis, exact. Je me demande pourquoi la proposition est-elle venue de l'Arabie Saoudite. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Vous pensez qu'il y a des intérêts colossaux derrière, économiques très colossaux. parce que le Qatar est déjà là pour 2022. Voilà, donc c'est l'Arabie Saoudite qui a fait la proposition et 166 pays sur 188 ont dit d'accord, on va mettre l'étude, on va étudier la faisabilité d'une organisation tous les 2 ans. Donc, jusqu'à présent, personne ne comprend on va dire, cet acharnement de Gianni Infantino à faire jouer une Coupe du Monde tous les 2 ans, après d'avoir décidé que l'édition de 2026 sera à 48 pays. Donc, c'est pour avoir, on va dire, des voix du côté des petits pays, les pays dont le football n'est pas assez important. Et qui aurait aussi besoin d'argent. Voilà, comme Platini qui avait dit à un moment donné, il faut donner la chance à tous les petits pays de pouvoir jouer la Ligue des Champions. Oui. C'est là où on a vu des clubs comme Cluj, d'autres comme Ferencváros. Voilà, donc il a envie de faire quelque chose, mais pour le moment, il se heurte, on va dire, à l'intransigeance d'Alexander Seferin. Maintenant, on verra au mois de décembre ce qui va être fait. Et on a vu également Arsène Wenger qui a pris son bâton de pèlerin, qui circule dans presque toutes les fédérations européennes pour l'instant pour défendre ce projet. Alors, la question, ou bien la position des joueurs. On sait très bien qu'ils ont des associations, la FIFPro par exemple, et d'autres associations. Est-ce que eux aussi, leurs réactions seraient attendues, sont attendues selon vous, Fifi? Oui, ils doivent réagir parce que ce sont les acteurs de cette compétition-là. Ils sont les premiers acteurs, ils jouent la Coupe du Monde. Ils doivent réagir. Moi, je crois que à l'unanimité, les joueurs ne seraient pas d'accord pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et il va falloir le dire maintenant. Est-ce que ces associations, nous connaissions tous ces associations. Pour vous, ça ne pèse pas. Même si ça, est-ce qu'ils auront le courage? Est-ce que ces associations... vous ne les voyez pas parler. Voilà, ils auront le courage de parler, vraiment de dire non. Parce que derrière... Il y a également des intérêts à ce niveau. Hein, et on sait comment l'argent circule dans ces milieux-là. Mais il va falloir que les joueurs aussi en parlent. Moi, personnellement, c'est une proposition... Vous n'êtes pas du tout pour. Non, moi, je trouve pas... Je ne comprends pas cette proposition. Elle vous rejoint également Ada Egerberg, Ballon d'Or 2018, qui dit « Aujourd'hui, ces institutions ne considèrent pas nos vies. » Tout comme Thierry Henry qui dit « C'est pas possible, on ne peut pas jouer une Coupe du Monde tous les 2 ans. » Non, c'est ce que Jürgen Klopp a dit, que c'est l'argent qui compte aux yeux de ces décideurs et qu'aujourd'hui... Mais il faut réagir quand même, Franck. Oui, je pense que les joueurs vont... Quand Hugo Lloris, par exemple, a commencé par parler et dire mais il faudrait que la Coupe du Monde garde sa rareté, d'autres joueurs ont parlé et ne sont pas d'accord. Les capitaines de sélection aussi doivent parler. Doivent réagir. Maintenant, ils ont pris le soin de mettre derrière le projet certains anciens joueurs comme Roberto Carlos, comme les Nuno Gomez, pour aller convaincre. Ça ne passera pas parce que là, il y a décembre sera très déterminant dans cette proposition. Et voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule avec Wenger, qui tente à tous les niveaux de convaincre les gens à accepter une telle compétition en proposant le mois d'octobre et le mois de mars pour avoir des repos et que ce sera des compétitions chaque année en juin de façon alternative. Que ce soit la Copa América, la CAN, l'Euro, la Coupe du Monde. Chaque 2 ans en juin, il y aura une compétition au niveau de tous les continents. Donc, c'est quelque chose, peut-être ceux qui aiment le football peuvent dire oui, 4 ans c'est trop long, attendre avant d'avoir une Coupe du Monde. Chaque 2 ans, ça va apporter quelque chose. Maintenant, il s'agit d'étudier en profondeur la faisabilité, j'allais dire le caractère efficace et efficient d'une telle proposition. Pour le moment, c'est pas encore acquis. On attend décembre pour voir ce qu'il va se passer. À l'heure où nous parlons, le projet n'a pas encore abouti. On attend justement les réactions des différentes confédérations et notamment des capitaines de sélection pour voir exactement. Il ne faut pas oublier également les associations des supporters qui sont là. Qui sont là et qui sont sollicités également. On verra tout ça. En tout cas, on vous donne également la parole, chers auditeurs, de nous rejoindre dans l'émission 92 03 60 31 97 24 26 26. C'est le sujet du débat. Êtes-vous pour ou contre une Coupe du Monde chaque 2 ans, comme proposé par Gianni Infantino, le président de la FIFA? La question est posée et vous avez l'occasion justement de donner votre avis. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, Faustin.
C'est JB. Ah, oui, JB de Checkport. Comment vous portez-vous? Tout va bien. Merci beaucoup. JB, votre avis sur le sujet du débat? Moi, ça me fait que le footballeur aujourd'hui est devenu comme une business. Voilà. Oui. Pourquoi jouer une Coupe du Monde dans 2 ans? C'est vous les spécialistes. Hein? Non, mais bon. nous avons posé le sujet. Votre avis nous intéresse, JB. Pour moi, ça va passer comme ainsi. Vous êtes contre, hein, totalement. Oui. D'accord. Il y a Héros. Oui. La CAN et la Copa. Oui. La FIFA n'a pas imaginé voir. La Ligue des Nations aussi. Hein. La Ligue des Nations aussi, la Champions League, les championnats. Tout ça pour les joueurs, hein. Vous voyez, non? Oui, je vois bien. Et les petites compétitions aussi, la Champions League pour les femmes. Les coupes nationales, les coupes de la Ligue, les coupes du roi, voilà. Les cadets, les juniors. Vous voyez, non? C'est trop. D'accord. C'est trop. Mais vous pensez que ça va aboutir ou bien c'est déjà à l'eau? Les gens se rencontrent. Les gens se rencontrent, d'accord. Ouais. Merci JB et bien des choses à toute la population de Checkport. Le Christ. Oui. Ah non, bon, pour l'instant, pas pour l'instant. On va prendre... Merci beaucoup, à bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre derrière JB de Checkport. Auditeur, vous êtes là, bonjour. Bonjour. Oui, Rachid depuis Forever. Rachid, nous vous écoutons, Rachid, sur le sujet du jour. Oui, bon, pour moi, je vais dire que si les grands spécialistes du football se permettent de faire la pagaille, c'est comme s'ils ne respectent pas les fédérations. Comment il faut organiser la Coupe du Monde dans 2 ans? Au moins, ils n'ont qu'à respecter les fédérations, les États aussi. Moi, je vois que tout ça, là, c'est comme l'UEFA a plus de compétitions que la FIFA. La FIFA veut faire tout pour pouvoir diminuer certaines compétitions à l'UEFA. Sinon, sans ça, autre, ce n'est pas sérieux. Hein. Rachid, ce que vous dites est assez intéressant. Pour vous, c'est une question de guerre d'intérêt. Oui, c'est ça. Puisque la FIFA ne peut pas se permettre de se lever, de dire qu'il va, par exemple, on a la CAN, la Copa América, l'Euro, hein. Et qu'est-ce que nous, les Africains, nous allons faire? Puisque c'est dans ça que la CAN, on a nos joueurs locaux qui jouent et si on les sélectionne, ils arrivent à se performer, à se donner à fond pour que les clubs occidentaux puissent les acheter. Hein? Mais à l'allure où vont les choses, vous pensez que la FIFA va faire passer ce projet? Non, ça ne va pas passer. Il faut que les sélections, par exemple, et les capitaines, les sélectionneurs, les fédérations ne se laissent pas faire. D'accord. Voilà qui est dit. On suivra tout ça de près. Merci beaucoup, Rachid. Et bonjour à tout le quartier de Forever. On va prendre un autre auditeur qui a pris la peine de composer le 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous parlons toujours de ce projet de la FIFA pour une Coupe du Monde chaque 2 ans. Bonjour, auditeur. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Francis Denis qu'on appelle. Francis. Oui, merci. C'est la première fois que vous nous appelez? Mais c'est comme c'est la 2e fois. Ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Francis. Votre avis nous intéresse. Moi, j'ai aimé beaucoup la proposition. Puisqu'il y a beaucoup de pays, surtout en Afrique, qui n'ont jamais été qualifiés pour la Coupe du Monde. Peut-être le nombre de pays africains qui vont aller, donc ça serait mieux que nous aussi, nous allons nous combattre pour être le meilleur et donner la chance aux nouveaux joueurs, aux futurs joueurs qui viendront demain. Car les Ronaldo et autres là, ils en ont trop mangé, ils n'ont qu'à donner la chance aux petits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Francis, vous pensez qu'une Coupe du Monde chaque 2 ans, c'est un point positif? C'est trop bon. C'est trop bon? Oui. Et la santé des joueurs dans tout ça? Tout là, ils auront donné. Par exemple, moi je supporte Chelsea. D'accord. Donc, pour Chelsea, il y a des effectifs qu'on dit 2e équipe ou 3e équipe. Eux aussi passeront. N'est-ce pas? Oui. Donc, de là, la chance est donnée à tout le monde. D'accord. C'était mon petit arrière qui serait de demain. Lui aussi va aller. D'accord.
Donc moi, j'ai aimé ça beaucoup. C'est votre point de vue et on le respecte. Hein. Merci beaucoup d'avoir su donner votre commentaire sur ce projet de la FIFA à organiser désormais, à venir, dans les années à venir, une Coupe du Monde chaque 2 ans. Merci, à très bientôt Francis. Merci beaucoup. On va continuer de prendre les auditeurs avec la complicité de Théoa Javon qui, s'affaire de l'autre côté pour nous permettre d'avoir un autre auditeur. Vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, bonjour. C'est comment? Nous allons bien. Plutôt Mounirou, c'est ça? Oui, c'est Mounirou à l'appareil. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour mon petit, bon retour. Et vraiment, Portugal m'a dit hier, mais mon équipe n'a qualifié Allemagne. Oui, aujourd'hui, nous ne parlons pas des sélections, nous parlons du projet de la FIFA de disputer chaque 2 ans la Coupe du Monde. C'est ça le sujet aujourd'hui. D'accord. La Coupe du Monde à 2 ans, c'est quoi l'affaire? Même si c'est en business, c'est pas content. Et la santé des joueurs. Ça, c'est bien la pagaille, quoi. Ça veut dire que pour vous, vous n'êtes pas d'accord sur ça? Comment ça? 2 ans. Et l'Euro va se jouer comment? Ils vont se jouer tous les 4 ans. C'est de la pagaille pour vous. En tout cas, c'est votre avis également. Et on le tient en compte. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom? C'est David. David, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Agoué. Agoué, oui. Allez-y, David, nous écoutons. Ok, sinon le projet que la FIFA est en train de mettre, c'est bon, mais la santé des joueurs est en jeu. Selon vous, chaque 2 ans, c'est quoi la finalité positive pour vous? Qu'est-ce qui est bon à ce niveau? Puisqu'il y aura toujours les intérêts pour eux. Et de plus, vous allez voir qu'entre-temps, ils étaient en train d'organiser une compétition entre les clubs. Oui. Donc, dans le cas où la FIFA intronise, comment dit-on, ce projet, vous allez voir qu'ils vont retourner sur le projet de Florentino Pérez. La Super League. Ils vont interdire à certains joueurs de participer. Vous qui suivez les informations, vous pensez que la FIFA finira par gagner? Oui, puisque déjà, Arsène Wenger est déjà, comment dit-on, sur le terrain en train c'est-à-dire de faire convertir les gens. Oui. Donc, ça peut aboutir. Ça peut aboutir. Oui, mais dans le cas où ils ne vont pas faire un retour sur l'autre compétition, je suis sûr que non, ça ne va pas se passer. D'accord. En tout cas... Puis il y a la CAF, oui. Il y a la Copa América, oui. La Ligue des Nations. Bon, il y a beaucoup de compétitions qui se passent. Exactement. C'est un sujet brûlant. En tout cas, merci David d'avoir donné votre avis. Merci beaucoup pour la fidélité. Bonne journée à vous. Merci beaucoup et très belle semaine également. Vous, on suivra exactement ce que va donner ce projet. Tant, on pourra dire, défendu par la FIFA, la Coupe du Monde chaque 2 ans. On saura si l'Afrique, par exemple, ou la CAF, donnera son feu vert pour il y a un dernier. On prend un dernier. Théo me fait signe. Bonjour, auditeur. Bonjour, Angelo. Comment vous allez? Nous allons tous bien. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Julien. Julien, oui. Nous vous écoutons, Julien. L'enfant sérieux. Oui. Allez-y. Bon, selon moi, vous savez, rien n'arrive au hasard. Et que la FIFA a bien étudié les contours avant de prendre cette décision. D'accord. Je pense qu'il y aura le côté positif et le côté négatif. Côté positif, c'est quoi? Côté positif, vous savez, bon, à chaque participation, oui. les équipes participantes quand même reçoivent quelque chose de la part de FIFA. Oui. Bon, ce qui va permettre peut-être à des équipes comme les équipes africaines qui, bon, s'ils arrivent à se qualifier successivement, il y a quelque chose qui va rentrer dans le... Vous pensez que la cagnotte va augmenter? Oui, ça va augmenter. Et puis, ça va permettre aussi oui. aux joueurs on va changer de joueurs à chaque 2 ans. Bon, ça peut permettre à ce qu'on découvre d'autres joueurs en sélection. Le côté négatif? Côté négatif, c'est quand, bon, peut-être les sélections vont s'appuyer uniquement sur certains joueurs qui vont participer tous les 2 ans. Oui. Et les clubs sont de l'autre côté. Ça va agir sur leur santé, leur physique et autres. Et puis, bon, ça va assembler aussi le calendrier des éliminatoires, la CAN, l'Euro, la Copa América. Voilà qui est dit.
là. Merci beaucoup, Julien. On aurait en tout cas aimé continuer, mais voilà, le temps, il est déjà parti et on va s'arrêter là. Jamais, on le dit souvent. Merci beaucoup, Julien, et bonne santé à vous. À très, très bientôt. On va faire rapidement le tour de table. Fifi, voilà, quelques salutations à quelques personnes chères à vous. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Oui. Je pense à tous ceux qui sont sur la plateforme. N'est-ce pas? Évidemment. Et je dis bonne chance aux éperdus. Vivement. On salue Joël Aïe. Gordo, Adiété, Sewa, Fabrice, Yves Roland, tout comme le commandant Ananou, Echevi Tengue, Félix Wala, Vicente Noussoulé, sans oublier Kofi Nandja, Franck Lunyama. Oui, bonjour Esther, bonjour Pascal, Kenneth, Daniel, bonjour voilà, tous ceux qui perdent leur temps à nous suivre tous les lundis matins. Excellente semaine. On se souhaite une belle semaine de travail dans la paix, l'amour et surtout l'unité. En tout cas, on se retrouve vendredi avec d'autres sujets aussi intéressants. Merci Eloma Devant, merci Théo à Javon. Restons sur la 91.9. Ciao, ciao, à très bientôt.